L'enjeu de 2022, il est autour de ça et autour de ça seulement. Moi, je dis souvent, j'aime bien cette phrase, quand les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. On a les masques, mais on peut les enlever puisqu'on est à plus d'1,5 mètre de distance. On s'est lavé les mains juste avant le début de l'interview. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes donc député de la France Insoumise du Val-de-Marne, mais aussi membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais aussi vice-présidente du groupe parlementaire. Ça fait beaucoup de choses quand même, non ? Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est intense. C'est pour ça que la politique, c'est pas une carrière, c'est pas un métier, c'est un mandat qu'on prend à un moment. Et dans ce mandat, on essaye de représenter le plus possible les idées pour lesquelles on a été élu. Donc, je crois que c'est important justement de travailler au fait qu'on permette à tout le monde d'avoir ces mandats-là. Et une des choses dont moi je suis fière dans mon groupe, c'est que dans mon groupe, il y a des gens justement qui étaient Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale élue, Adrien Quatennens, que vous avez reçu d'ailleurs, qui était avant, qui travaillait dans un call center chez EDF, Jean-Hugues Rattenon, député de La Réunion, qui était dans une association de chômeurs et précaires et qui était au RSA Activité. Quand on est arrivé, on nous a regardé avec un peu de mépris, genre d'où est-ce qu'ils sortent ces gens-là. Moi je me rappelle la première fois, mon premier discours, on me dit mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit ton discours à la tribune des députés de La République En Marche. Je crois que ce qu'on a réussi à prouver, c'est que tout le monde pouvait faire de la politique, parce que la politique, c'est notre vie commune. Donc c'est chouette d'être député, en fait. Bien sûr, c'est hyper intéressant. Moi, vraiment, je n'avais jamais rêvé d'être député, ou je n'avais jamais pensé être député. Vous faites quoi à la base, vous ? À la base, vous venez d'où ? Moi, je viens du monde associatif. Moi, je travaillais dans l'associatif avant, ce qui était super. Je travaillais à Grigny, donc qui est la ville la plus pauvre de France. Vraiment, ça me plaisait énormément, parce que moi, je travaillais dans des quartiers populaires, donc j'ai fait plein de choses avec plein d'associations différentes. Et vous faites avancer avec des gens, avec des choses qui évoluent, qui sont hyper positives, donc qui sont super. Mais moi, j'avais quand même une boule de rage au ventre quand je revenais de Grigny un jour sur deux, parce qu'un jour sur deux, j'avais un habitant avec qui je bossais qui avait perdu sa mutuelle, et donc comme il avait le diabète qui risquait l'amputation parce qu'il ne pouvait plus se soigner du diabète, etc., etc. Et donc, l'associatif, c'est absolument génial. C'est un engagement très très important, mais moi j'avais aussi envie d'avoir un engagement politique parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde dans le pays et que je crois que le fait de prendre le pouvoir, non pas par goût du pouvoir, mais pour dire maintenant on va faire des règles, décider de règles démocratiquement et collectivement qui permettront à tout le monde d'avoir une vie digne dans le 6e pays le plus riche au monde, je crois que c'est ça quand même la base de mon engagement politique. Mais vous êtes quand même pour une 6e République, Mathilde Panot, avec la France Insoumise. Nous, on est pour la 6e République. En 10 mots, définissez-moi ce qu'est la 6e République. 6e République, c'est le fait de faire une constituante. On réécrit la Constitution, les règles de base du jeu de notre société démocratique. Et c'est le peuple, du coup, qui redécide des règles du jeu. C'est ça, la 6e République. Et on arrête avec un président qui est le monarque républicain, qui décide de tout seul. Ça se voit là dans la crise Covid. On a un président qui décide d'avoir raison contre tout le monde tout le temps, qui n'écoute pas les oppositions, qui n'écoute pas les professionnels, qui n'écoute pas les associations et qui décide seul en Conseil de défense. La 6e République, c'est tout le contraire, c'est le pouvoir au peuple. Il y a une élection tous les 13 mois dans ce pays. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir à solliciter, à mobiliser les gens autour de ces grandes thématiques de société ? Ça, c'est une question très importante. Je crois que l'enjeu de 2022, il est autour de ça et autour de ça seulement. Moi, je dis souvent, j'aime bien cette phrase, quand les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants. Et en fait, on a dégoûté les gens de la politique. On les a dégoûtés. Nous, en 2016-2017, moi, j'avais mené une campagne de caravane d'égalité des droits dans les quartiers populaires sur l'inscription sur les listes électorales et sur l'accès aux droits sociaux. Par exemple, moi, je n'accepte pas d'être dans un pays où, déjà, sans même parler de l'abstention, 3 millions de gens sont non inscrits sur les listes électorales alors qu'ils y ont droit, 6,5 millions sont mal inscrits, donc parfois peuvent voter, mais parfois non, et on a une abstention, y compris pour ma propre élection, et je le dis aussi pour ma propre élection en tant que députée, qui doit quand même nous interroger collectivement. Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit, je vais le dire un peu de manière crue, mais les plus vieux de notre pays qui décident pour notre avenir et que ça soit les plus jeunes qui s'abstiennent le plus massivement? Est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit les plus riches de notre pays qui décident et que les plus pauvres s'abstiennent massivement? Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le jour où vous leur dites « vous avez le pouvoir de réécrire les règles », je vous assure, personne ne s'intéresse pas à la politique dans notre pays. Ce n'est pas vrai. Par contre, beaucoup ne s'intéressent pas aux petites magouilles politiciennes, aux promesses non tenues, etc. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais les petites magouilles politiciennes, c'est aussi... faut faire attention quand même, parce que c'est pas tout le monde qui fait des petites magouilles politiciennes. Bien sûr.
Bien sûr, mais j'ai pas dit que c'était tout le monde. Non, mais donc les gens s'intéressent pas généralement à la politique. Moi, les jeunes, je parle avec des jeunes tous les jours. Je crois qu'on a le même âge. Hein. Je parle avec des jeunes tous les jours et je sais qu'il y a un intérêt un peu moins fort qu'avant sur la politique. Oui. Est-ce que c'est vraiment, vous pensez, parce que c'est que de la personne et qu'il n'y a plus d'idées? En fait, la question c'est, si vous parlez avec les jeunes, en fait, ils parlent de choses politiques, pas de choses partisanes, mais de choses politiques. Mais pourquoi est-ce que les jeunes se sont massivement tournés vers des choses qui sont des bons signes d'ailleurs pour la société que nous on souhaite, c'est-à-dire beaucoup des actions associatives, des maraudes, des choses comme ça, qui sont des engagements politiques, c'est-à-dire que, moi je fais attention à comment va l'autre dans mon pays, comment s'en sortent les autres dans le pays, ce qui est une bonne chose, mais c'est aussi parce que politiquement on n'a rien gagné. Pour être très très concrète, une des choses qu'on défend, c'est le référendum révocatoire. Ouais. Imaginons, vous présentez comme président, vous faites, ou comme n'importe, vous faites des promesses et puis vous les tenez pas. Quelle est la solution qu'ont les citoyens en face? Bon, ils manifestent, ils font des pétitions. Bon, s'ils sont sous Macron, ils se font gazer, ils se font matraquer, etc. Non, si, on a une répression qui est terrible dans notre pays. Bon, eh bien, mais vous n'avez aucun pouvoir dessus. Rappelez-vous de François Hollande, on n'avait aucun pouvoir sur toutes les promesses qui avaient été faites. Et donc le référendum révocatoire, juste pour expliquer aux gens, parce que vous connaissez, mais plein de gens ne connaissent pas, eh bien c'est la possibilité, si un certain pourcentage de la population se mobilise, ça c'est à déterminer par exemple dans une constituante démocratiquement, je ne sais pas, 5%, 10%, 15%, à voir, eh bien on fait une pétition et il y a de nouveau une élection et soit les gens ils disent non, on a confiance en vous, vous pouvez continuer, soit non, vous devez partir. Ce qui fait que vous ne pouvez pas dire n'importe quelle promesse lorsque vous vous présentez. Et ça c'est une manière de dire que nous, eh bien notre République en France, c'est une République où l'intervention populaire, elle doit être possible tout le temps et partout, et notamment réfléchir que les élus sont des représentants du peuple, et donc que le peuple doit pouvoir garder la main sur ses élus. J'entends tout ce que vous dites, il y a plein de sujets à aborder, mais vous n'avez pas peur d'instabilité politique? Enfin, c'est quand même un enjeu. Quand vous voyez, on parle beaucoup d'Israël en ce moment, parce qu'ils ont vraiment géré la crise du contexte sanitaire, très bien. Mais quand vous voyez leur système politique, l'instabilité politique, vous n'avez pas peur de ça en France? Eh bien non, parce qu'en fait, nous sommes déjà dans un système d'instabilité politique forte. Et même, je vais vous dire, nous avons un problème de représentativité. Nous, on est par exemple pour la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est le cas en Israël, justement. Un des arguments qui est utilisé contre la proportionnelle, c'est « mais oui, mais vous allez faire monter le Front National, ou le Rassemblement National, maintenant qui s'appelle. » Mais en fait, c'est déjà le cas. Le Rassemblement National est haut dans notre pays. Sauf qu'ils ont 7 députés à l'Assemblée nationale. Personne ne va jamais vérifier ce que vote le Rassemblement national, est-ce qu'ils sont présents ou non. Et moi, je vous le dis, moi qui suis très souvent à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen n'est jamais là, jamais là. Personne ne regarde les votes qu'elle fait. Donc moi, j'aimerais que Marine Le Pen ait un groupe à la hauteur de ce qu'elle représente dans le pays quand les gens votent, et qu'on puisse un peu regarder ce qui se passe. Parce qu'on ne combat pas le Front National en le cachant dans un coin, en essayant de faire croire que ça n'existe pas, en faisant comme ça et comme ça. Eh bien, on le combat sur des actes, sur des arguments, et c'est comme ça qu'on combat le Front National. Ok, on va faire de la politique fiction. Tout à l'heure, vous m'avez dit que peut-être que je me présenterais comme président de la République. Je suis élu et je vous nomme ministre de la Santé. Quelle est la première décision que vous prenez en tant que ministre de la Santé, dans le contexte actuel qui est le nôtre aujourd'hui? La première décision, je vais voir notamment, par exemple, les 180 000 infirmiers et infirmières qui ont été formés, donc qui ont exercé le métier et qui ont quitté la profession. Et je leur dis à quelles conditions vous revenez pour nous aider le temps qu'on forme et qu'on embauche massivement des soignants. Et je réquisitionne des lieux, comme par exemple, j'ouvre l'Hôtel-Dieu où on peut mettre 100 lits de réanimation immédiatement. Enfin voilà, je fais en sorte qu'on réponde à l'urgence immédiate. La deuxième des choses, c'est qu'enfin, je fais de la planification, c'est-à-dire j'essaye d'organiser les choses pour qu'on qu'on travaille sur les contaminations. Et notamment, nous, une des choses qu'on propose, c'est une alternative au confinement et une société de roulement. C'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui d'être dans l'opposition que d'être au gouvernement, non? Alors, honnêtement. Oui, en fait, il y a une chose. Il y a une chose, c'est que personne ne pouvait prévoir cette pandémie-là, ça c'est évident. Après, c'est plus simple, mais enfin, oui et non en fait. Parce que les critiques, elles ne sont pas faites pour des questions politiciennes en fait. Le problème en fait, c'est qu'on a un président de la République qui décide tout seul. C'est ça le problème, c'est que si on veut faire face à une épidémie que personne ne pouvait prévoir, mais maintenant ça fait quand même plus d'1 an, c'est qu'à un moment, il faut une mobilisation populaire de tout le monde. Et moi, il y a des choses que je ne comprends toujours pas. On en parlait tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'il y avait 1200 lits en janvier 2020 en Île-de-France? Pourquoi y a-t-il toujours 1200 lits? Voilà, le problème de base,
c'est que c'est pas que c'est plus facile d'être dans l'opposition ou dans la majorité, c'est qu'on a besoin d'une démocratie sanitaire pour faire face à ces enjeux et qu'à la place, eh bien, on a un autoritarisme et une façon de décider absolument seule qui donne de mauvaises décisions. Mathilde Panot, on a un cadeau à vous faire. On fait toujours des cadeaux dans l'émission. Tenez. Merci beaucoup. Je vous laisse l'ouvrir. On s'est creusé la tête. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, j'espère. Voilà. Une gourde. Alors, pourquoi on vous a offert une gourde ? Alors, pourquoi est-ce qu'on offre une gourde ? Parce qu'en ce moment, on est en train de travailler sur l'eau. Exactement. Et donc, c'est un très beau cadeau. Je vous remercie. Alors moi, j'ai découvert que vous travaillez sur l'eau en préparant l'interview. Alors, normalement, c'est mon métier, journaliste politique, pour vous cacher. Et j'ai découvert ça la semaine dernière. Vous travaillez activement en ce moment sur la protection, sur l'accessibilité à l'eau, en fait. Ouais. En fait, depuis 2010, à l'ONU, il y a un droit universel à l'eau qui est reconnu. 3 jours sans eau et vous êtes mort. C'est comme l'air, c'est vraiment un commun indispensable à la vie. Et pourtant, nous, dans notre constitution française et dans notre droit français, ce droit à l'eau n'est pas reconnu. Et le problème, c'est que sur quoi est-ce qu'on se bat ? Bon, la première chose, c'est que peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas beaucoup, mais qui est très important. Depuis décembre 2020, on peut spéculer sur l'eau en bourse. Ouais. C'est absolument dramatique. Et on voit dans tous les pays où ils ont fait des marchés de l'eau, eh bien, à la fin, on a des entreprises, des multinationales, des financiers qui spéculent sur la sécheresse et on en arrive à des situations où les gens n'ont plus d'eau au robinet. Mais par contre, vous avez des multinationales comme Nestlé ou Danone qui continuent de pomper dans la nappe pour envoyer des bouteilles en plastique à l'export à l'étranger. Et donc nous, on dit eh bien, que nous devons maintenant réaffirmer la propriété collective de l'eau et l'inscrire dans la Constitution. Et donc on a fait une votation citoyenne, pas que la France Insoumise, des partis politiques, des syndicats, il y a la Confédération nationale du logement par exemple, plein de collectifs et d'associations d'eau bien commun un peu partout. Donc il y a une votation citoyenne sur au point vote sur lequel chacun et chacune eh bien, peut voter et demander à ce que l'eau soit inscrite, si on est d'accord, ou non d'ailleurs, mais on invite aussi les gens qui ne sont pas d'accord à venir voter pour demander à ce que ça soit inscrit dans la Constitution. Bon, on espère qu'on vous verra avec cette gourde à l'Assemblée nationale. Avec plaisir. On va passer au que oui que non, Mathilde Panot. Vous répondez que par oui ou que par non aux propositions que je vais vous faire. Vous avez déjà fait des TikTok ou des lives sur Twitch ? Live sur Twitch, oui, avec Hugo Bernalicis pendant la loi sécurité globale, j'ai adoré. C'est vrai que c'est vous qui avez fabriqué la France Insoumise, le mouvement ? Oui, j'ai passé beaucoup de nuits à faire ça. C'est moi qui faisais en fait l'organisation des groupes d'action, donc de tous les groupes dans le pays, pour eh bien, militer pour les idées de l'avenir en commun qu'on porte. Est-ce que vous avez enfin réussi à faire entrer le mot parange dans le dictionnaire ? Eh bien non, malheureusement pas encore, mais on y travaille. Le mot parange, c'est une femme qui m'a contactée la veille de Noël, qui a perdu son fils et qui dit ceux qui ont perdu leur mari ou leur femme sont veufs ou veuves. Ceux qui ont perdu leurs parents sont orphelins et il n'existe pas de mot pour nous désigner nous, parents, qui ont perdu un enfant. Très bien. Que oui, que non. Est-ce qu'il y a des colères saines en politique ? Oui. Oui, je pense que si on n'est pas indigné par le monde de malheur dans lequel on est actuellement, c'est qu'on a perdu une part de notre humanité. Donc oui, je pense que c'est sain d'être en colère aujourd'hui dans notre monde. Que oui, que non. Est-ce que vous avez regardé le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope ? Malheureusement, non. Mais vous avez quand même été victime particulièrement de sexisme à l'Assemblée nationale, c'est quand même incroyable. Exactement. Mais ça c'est atroce, avec un député jeune de 29 ans. Madame Panot. Président, ministre, collègues. Madame Panot, allez, mes chers collègues, même par respect. D'abord, je n'ai rien entendu, monsieur Corbière. Et deuxième chose, Madame Panot et Madame Panot seules à la parole. Voilà. Eh bien, on est toujours dans un monde où, malheureusement, lorsque vous êtes une femme, mais ça remonte à il y a longtemps. Alors, il y a des choses qui sont un peu améliorées parce que dans l'histoire de Poissonnière, c'est une des premières fois où quelqu'un se fait sanctionner pour propos sexistes. Donc il y a quand même des choses qui progressent un peu. Je pense que c'est aussi la seule chose qu'on retiendra de son mandat. Moi, j'avais été voir notamment, j'ai passé une journée entière avec une poissonnière, de 1h30 du matin à 14h, pour montrer que, en plus d'insulter les femmes, eh bien, ils dévalorisent un métier qui est pourtant extrêmement dur. C'était très chouette à faire. Moi, je défie quand même quiconque de se lever tous les jours à 1h30 du matin avec le sourire, avec l'énergie. Mais oui, c'est un combat qui est encore très très loin d'être gagné, d'autant plus que une amie historienne du coup me racontait que les femmes qui défendaient le peuple déjà pendant la Révolution française étaient régulièrement qualifiées de poissonnières. Et donc c'est un combat qui est long. C'est un compliment alors au final, c'est ce que vous voulez me dire ?
En tout cas, oui, ça place dans la lignée de... Moi, je suis fière d'être une femme qui, en tout cas, essaye de toutes mes forces de défendre les intérêts du peuple et notamment des plus faibles. Mathilde Panot, c'est qui le plus sympa chez France Insoumise? Le plus sympa, Jean-Hugues Rattenon, je vais dire. D'accord. Parce que Jean-Hugues Rattenon, c'est un élu de La Réunion qui fait 12 heures de vol aller et 12 heures retour à chaque fois qu'il vient à l'Assemblée nationale et qui a une manière très populaire de porter la politique et qui défend beaucoup les plus pauvres de notre pays. Et je pense que c'est un bon engagement. Et puis, bon, quand même un petit big up spécial à Jean-Luc Mélenchon, avec qui j'ai le grand plaisir et l'honneur de combattre. Est-ce qu'il vous énerve quelquefois Jean-Luc Mélenchon? Comme tout le monde. Si, Quand vous il y le a voyez des gens devant la porte, la République c'est moi, vous qui dites qu'il faut une constituante, La République, c'est moi! ça vous énerve pas? Non, mais je crois que lorsque vous avez 17 perquisitions d'un coup sur un parti d'opposition, je pense qu'il y a de quoi être énervé. Je pense qu'on était tous énervés à ce moment-là, en fait. On l'a dit. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne m'énerve jamais? Non, parce que tout le monde nous énerve toujours un peu. Par contre, est-ce que je suis fière d'être avec un homme politique qui, pour le coup, est le seul quand même qui, dans cette crise, propose des choses et propose une issue de sortie, en fait, à cette crise de civilisation qu'on est en train de vivre? Non, je suis admirative et fière d'être avec Jean-Luc Mélenchon. Dernier que week-end, est-ce que vous pensez que le monde d'après sera mieux que le monde d'avant? Si on arrive à tourner la page de Macron et de Le Pen en 2022, oui, on aura des horizons bien plus heureux qui vont s'ouvrir. Et en tout cas, moi, j'y travaille de toutes mes C'est forces. marrant parce que personne ne répond la même chose quand j'ai un invité politique qui me dit l'inverse de vous. Si on continue avec Macron, donc malheureusement, on n'arrivera jamais à se rejoindre. C'est ça, c'est le choix que le peuple français politique devra faire. Mais la politique, c'est pas tout le monde d'accord. La politique, c'est des choix à faire, qui sont des choix qui doivent être décidés par le grand nombre. Et notamment, je parlais de l'abstention, et ça pour moi c'est très important. Mais la politique, c'est pas tout le monde est d'accord. Et je crois que c'est important justement qu'on garde l'idée, et c'est ce que nous on essaye de faire vivre à l'Assemblée nationale, qu'il y a toujours d'autres alternatives et d'autres manières de faire. Sinon, on est dans ce que disait Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Bien si, il y en a. Et bien justement, le monde d'après, on va en parler pour un débat avec notre invitée, Flora Gebali. Bonjour. Flora Gebali, tu sors ce livre, Ma génération va changer le monde, aux éditions de l'Aube, ça sort le 22 avril. Merci d'être avec nous. Vaste programme, changer le monde, ça demandait beaucoup de temps. Si je voulais que tu viennes débattre avec nous sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que Flora Gebali et Mathilde Panot, vous avez un peu le même parcours, mais dans le sens inversé. Mathilde Panot, on l'a dit, vous avez commencé dans le monde associatif avant de venir en politique. Toi, Flora, c'était un peu le chemin inverse. Tu as commencé par de la politique en conseillant le président de la République à l'Élysée, François Hollande, et puis tu as fini en créant une agence d'innovation solidaire qui s'appelle Coalition. Oui, je dis que c'est de l'entrepreneuriat militant. L'entrepreneuriat militant, ça veut dire quoi? L'entrepreneuriat militant, c'est l'idée d'entreprendre sur des sujets évidemment d'innovation sociale, écologique, mais avec une vision militante de son action. C'est-à-dire que évidemment, quand on est chef d'entreprise, on a un objectif de rentabilité, de pouvoir se payer, de pouvoir payer une équipe, de pouvoir conduire nos actions, mais on a aussi une éthique assez forte. Par exemple, nous, on est une agence d'innovation sociale et on se veut garantie sans greenwashing. J'en parle dans le livre, RSE bullshit ou philanthropie du XXe siècle. Donc ça fait beaucoup tiquer nos clients qui sont en général des responsables RSE, responsables philanthropie, mais au moins je pense qu'on les chahute pour le mieux parce que on les fait changer. Donc on va faire du militantisme actif avec ce que j'ai pu apprendre dans le militantisme politique, mais plutôt vers les entreprises. Où est-ce qu'on est le plus efficace? C'est la question pour toutes les deux, en politique ou dans la société civile selon vous? Moi, je pense que c'est un faux débat. En Ah fait, ouais. moi, je me suis beaucoup posé cette question en sortant des études, y compris parce que moi, j'avais vraiment, je le disais, j'avais vraiment envie d'aider à que des choses changent. Et donc, je me suis beaucoup posé la question. J'avais des potes qui allaient plutôt dans des institutions internationales, type l'ONU ou d'autres qui allaient du coup plutôt dans des choses politiques, des cabinets, des ministères. Et puis, moi, je me retrouve dans un quartier de Grigny, à la Grande Borne. Et en fait, c'était des questions qui me trottaient beaucoup dans la tête et en fait qui sont des questions qu'il faut se poser individuellement sur qu'est-ce qu'on a envie de faire soi. Mais je crois que c'est des engagements qui se répondent. Aucun n'est au-dessus de l'autre. Moi, je disais, mais les deux se sont beaucoup nourris et d'ailleurs se nourrissent toujours. Donc je ne crois pas qu'il faut les hiérarchiser, je ne crois pas qu'il faut dire on est plus utile là ou on est plus utile autre part. Moi j'aimerais revenir vers l'associatif à un moment. Je disais que moi je faisais de la politique parce que j'avais envie que ça change pour tout le monde. Mais je crois que tous les engagements sont très importants. En fait, de mon côté, quand j'étais très jeune, je le raconte dans le livre, au collège, au lycée, même avant,
J'ai toujours voulu avoir de l'impact, j'ai toujours été intéressée par les choses qui avaient du sens, qui changeaient le monde, comme l'indique le titre du livre. Très vite, on m'a dit, c'est de la politique qu'il faut que tu fasses parce qu'en fait, l'État, il s'occupe de l'intérêt général et les entreprises, elles s'occupent des intérêts particuliers. Donc du profit, de faire de l'argent, quoi. Donc moi je me suis dit ok. Après j'ai vu on peut se tutoyer. J'ai vu que tu avais fait Sciences Po, donc tu as dû l'entendre aussi. Ah oui, c'est l'école de l'intérêt général. Si vous voulez faire de l'intérêt général, il faut faire Sciences Po. Je me disais mais c'est bizarre. Enfin c'est quoi l'intérêt général finalement? C'est résumé à une carrière, une école, une vocation. Donc j'ai fait de la politique. Je me suis beaucoup enrichie humainement de tout ce que j'ai appris, mais je sentais que pour faire bouger une virgule dans un texte de loi, ça prenait des mois et des années et du temps. Et j'étais la petite main de la petite main de la petite main du président de la République, mais quand même, j'avais l'impression je me sentais personnellement d'une utilité très limitée. Et ça a changé là aujourd'hui? Ah ouais, totalement. Alors que après, je suis allée vers l'économie sociale et solidaire, ce que je raconte aussi. Et là, je me rendais compte que j'avais fait embaucher 10 anciens détenus à la sécurité d'un grand groupe. J'avais fait embaucher 10 adultes autistes dans les cuisines d'un grand groupe, un autre. C'était du concret. C'était très concret, ouais. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est que chacun doit trouver sa place. Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est à un point de bascule. Je pense que le Covid nous le montre de manière assez violente, et c'est que le début de ce qui va se passer dans la décennie à venir, malheureusement. On est à un point de bascule et tout le monde doit prendre sa part. Et ça, les jeunes l'ont très bien compris, les moins jeunes aussi, puisque en fait, quand on regarde les statistiques du bénévolat en France, c'est hyper élevé. Il y a presque un Français sur 2 qui est bénévole dans une association. Donc les Français, je pense, plus largement que la jeunesse l'ont compris, mais la jeunesse, c'est au détour de tout ce qu'ils consomment, ils votent en fait au quotidien par leurs actes de consommation, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut se mettre dans une mentalité de course de relais. Et ce que je reproche parfois à la politique, et on arrive au sujet du débat, c'est que vous avez une vision encore de croire au mythe de l'État-providence. Quand vous parlez d'organiser votre constituante, je reconnais que je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet avant de vous entendre. Hyper intéressant ce que vous racontez. Mais en fait, Ségolène Royal 2007, elle parle de démocratie participative. Emmanuel Macron 2017, il fait une grande marche. Résultat, statistiques non utilisables parce que trop bordéliques, ils n'ont pas réussi à utiliser les statistiques. Et donc aujourd'hui, vous dites, on va encore nommer, ça va partir d'en haut et ça va descendre en bas. Et on va nommer des citoyens, des citoyennes, des gens, en gros, pour... Élire. On va élire, non mais très bien, on va élire pour représenter, réécrire la Constitution, faire de la politique, que sais-je. La votation citoyenne, je vous entends le dire, ça marche en Suisse. La Suisse, c'est 1/10 de notre pays, je crois, en superficie de population à peu près. En France, on n'a pas cette culture-là. Comme vous l'avez dit, on est appelé aux urnes régulièrement et on voit les taux d'abstention, ça ne changera pas. Moi, je pense que le politique, il doit aujourd'hui changer. Ce n'est pas du tout partisan ce que je dis. Je pense juste que le politique, aujourd'hui, il doit changer sa vision des choses et arrêter de croire à ce mythe qu'est l'État-providence, qui est de croire qu'il peut tout faire. Et au contraire, il doit aller aujourd'hui des initiatives de démocratie participative qui partent d'en bas. Il y en a plein. Je peux en citer 10 rien que là maintenant. Sur la constituante, l'idée, c'est pas de faire partir un truc d'en haut en disant on nomme des gens, ce qui est très différent par rapport à ce que vous citiez de la grande marche d'Emmanuel Macron, ou y compris même de ce dont parlait Ségolène Royal. Ce qui est très très différent, c'est que pour le coup, là, on propose de décider et du coup d'avoir une élection par les gens, des gens qui vont les représenter à la constituante et qui feront la nouvelle République que nous on appelle de nos voeux, qui est la 6e République. Donc pour le coup, là, on parle de mobilisation populaire de tout le monde sur comment est-ce qu'on redéfinit les règles communes de notre vie commune. Donc pour le coup, c'est pas du tout un truc du haut, justement. Et y compris Jean-Luc Mélenchon, lui, il dit toujours moi, je serai le dernier président de la 5e République, hop, la constituante se fait. Si vous n'aimez pas Jean-Luc Mélenchon, votez pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le seul moyen de le faire disparaître, c'est-à-dire qu'après la constituante, ça sera aux gens de s'organiser selon les règles qu'ils auront définies. Et notamment, moi, j'aimerais qu'on n'ait pas un président qui ait une concentration de pouvoir aussi forte. Mais bon, ça c'était juste pour expliquer sur la constituante. Sur la deuxième chose, moi, je pense que, en fait, il y a une différence entre défendre le rôle de l'État et croire que l'État pourrait tout faire ou dire que, du coup, tout ce qui est coopérative citoyenne à des endroits, tout ce qui est association à d'autres et tout, n'aurait pas leur place. Bien au contraire. J'étais dans un quartier de 13 000 habitants avec une pauvreté effrayante dans lequel SOS Médecins ne veut plus venir dans le quartier depuis 1994 parce qu'il y a eu une agression en 1994.
vous ne pouvez pas tirer de l'argent, vous n'avez plus aucun service public, on ne vous livre pas le colis, vous êtes obligé de traverser l'autoroute pour aller à la poste pour le colis. Ce que moi je veux dire, c'est que tout ce que font les associations, la mobilisation, l'économie sociale et solidaire, c'est hyper important parce que ça modifie plein de choses. Le fait d'avoir une personne, une voix dans des entreprises qui décident, d'avoir des écarts de salaire qui sont resserrés, tout ce qu'on peut penser qui sont des choses intéressantes, mais ça n'empêche pas qu'il faut un État fort sur la question, des services publics, parce que ça c'est la condition même d'une société écologique et égalitaire, et sur une question qui est extrêmement importante, qui est sur aussi la question des moyens, sur les violences faites aux femmes. Moi, je veux bien, les associations, elles font plein de trucs, il y a plein de choses. J'ai vu que vous aviez fait notamment une application. C'est super d'avoir fait ça, c'est important, mais n'empêche que tant qu'on n'aura pas un État qui dit, un gouvernement en fait, qui dit, on donne le milliard comme ça a été fait à d'autres endroits, et notamment on organise le fait qu'on puisse vraiment lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On forme les policiers. C'est ça, par exemple, le rôle de l'État. Ouais. C'est d'organiser les conditions pour que les choses se passent. Mais justement, alors là-dessus, sur la question des violences faites aux femmes, le gouvernement a mis en place comme solution d'urgence un numéro qui s'appelle le 3919, c'est toujours bien de le redire, qui est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi. Parce que oui, bien sûr, les violences ont lieu à 15h, à l'heure du déjeuner, et que c'est là que ça se passe. En parallèle de ça, et là on progresse à peine, et le président Macron a osé, et là je me permets de faire de la politique, se féliciter dans son interview du 14 juillet, de dire qu'il allait l'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme si c'était extraordinaire d'embaucher 5 personnes sur une question qui est un fléau public. En parallèle de ça, il y a des entrepreneurs sociaux qui, ils ont en général en commun, je le raconte aussi, d'avoir vécu une histoire personnelle tellement forte qu'ils ont une expérience extraordinaire sur une question, que ce soit une question sociale, une question écologique. Là, en l'occurrence, il y a une entrepreneure sociale qui s'appelle Dariata Ndiaye qui se bat depuis 15 ans dans les collèges et les lycées parce qu'elle s'est rendue compte que le problème des violences, c'est un problème d'éducation. Et cette entrepreneure sociale, après 15 ans dans les collèges et les lycées, donc elle a vu les étudiants défiler par milliers, se dit « mais en fait, je crois que j'ai une méthode. Je crois que j'ai compris la solution aux violences. » Et elle la synthétise dans une application que je ne vous raconte pas maintenant, mais que je vous conseille vraiment vivement de télécharger, qui s'appelle Appel. Elle synthétise ses solutions, et là, elle a un dispositif qui est extrêmement innovant et qui est récompensé par le CES de Las Vegas, qui est le concours technologique le plus prestigieux du monde. Donc, et en arrivant, elle se dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai inventé, moi je n'ai aucune expérience tech, aucun parcours, et c'est moi qui suis primée à Las Vegas dans le concours le plus exigeant du monde face à la voiture autonome volante ou que sais-je, alors que j'ai juste synthétisé mes connaissances dans une technologie. Il se passe ça. Et l'État, au lieu de se dire, bon bah super, quelqu'un l'a inventé pour nous, prenons-le. Et allons-y, c'est associatif, il n'y a aucune exploitation de données évidemment, c'est non lucratif, etc. Au lieu de se dire ça, on a passé 1 an à batailler avec le gouvernement pour entrer dans le pool du dispositif national des solutions. L'idée, c'est pas justement de mépriser tout ce qui vient justement de l'associatif, de l'entrepreneuriat social. Mais par exemple, si vraiment c'était intelligent sur cette question-là, eh bien oui, on ferait en sorte que cette innovation, elle puisse se déployer partout. Et pour le coup, l'État a un rôle à jouer là-dedans. Et donc, on se retrouve sur... Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis à l'instant. Mais quand même, moi, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait que ces droits et ces services publics, ils doivent absolument et impérativement rester parce que je crois que c'est ça qui fait notre République sociale. Merci beaucoup. Ma génération va changer le monde. Vaste programme en tout cas. C'est aux éditions de l'Aube, ça sort le 22 avril. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été avec nous. À très bientôt sur un défi. Avec plaisir. Et puis on vous retrouve à l'Assemblée nationale pour parler de la loi climat. Merci à vous. Merci. Bon bah voilà, l'interview est terminée. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Mathilde Panot, tout ça, c'est de l'humour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine interview. Bye bye et protégez-vous avec les gestes de barrière. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai.